Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc moi je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé dans le cadre des rendez-vous du greffe. Nous sommes actuellement, alors le compteur tourne très vite, mais nous sommes actuellement autour de 55 participants. Je pense que ça va encore augmenter. Alors, le thème abordé aujourd'hui, c'est comment rendre mes formations éligibles au CPF. Euh, c'est effectivement un sujet qui est important pour les organismes de formation, notamment dans le cadre de la réforme de la formation. Pour répondre à cette question et nous éclairer sur le sujet, nous avons invité Françoise Fiselier. Françoise Fiselier, qui est conseillère à la formation à la DAFPIC Bretagne. Elle a aussi été correspondante régionale de la CNCP, Commission nationale des certifications professionnelles. Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous proposer de participer à un petit sondage qui comporte 3 questions. Si vous voulez bien y répondre. Donc la première question, je la lis. Depuis quand envisagez-vous de rendre vos formations éligibles au CPF? Moins de 6 mois, plus de 6 mois. Pour quelles raisons hésitez-vous à sauter le pas? Donc là, vous avez un certain nombre de réponses. Vous avez des réponses Et la qui sont dernière accessibles question, par l'ascenseur. oui, oui. Envisagez-vous de vous faire accompagner pour répondre aux exigences de cette procédure? Donc, on vous laisse le temps de répondre. Voilà, j'attends le dernier sondage. Voilà, donc maintenant le sondage est terminé. Merci d'avoir participé à ce sondage. Vous pouvez découvrir les réponses avec moi, donc on va les commenter très rapidement. Sur la première question, depuis quand envisagez-vous de rendre vos formations éligibles au CPF? Donc, pour l'instant, une très grande majorité y réfléchissent depuis plus de 6 mois, c'est vrai. La deuxième question, pour quelles raisons hésitez-vous à sauter le pas? Alors là, la réponse vraiment qui ressort, c'est la procédure me paraît compliquée. Donc, d'où l'intérêt de ce webinaire et de l'intervention de Françoise Fiselier pour vous donner toutes les explications. Nous avons aussi l'autre réponse, le manque d'informations concernant l'intérêt de se lancer dans une telle procédure. C'est important aussi de savoir les avantages, les inconvénients et les aboutissants de cette procédure. Et le troisième sondage portait sur envisagez-vous de vous faire accompagner pour répondre aux exigences de cette procédure. Ben là aussi, nous avons 58% des personnes qui répondent oui, nous aurions besoin, nous envisageons un accompagnement pour cette procédure. Je pense que là, voilà, donc le sondage est terminé maintenant. Euh, Concernant le contenu de ce webinaire, donc vous allez voir apparaître le plan d'intervention. Nous allons tout d'abord aborder des éléments de contexte et d'enjeux qui sont nécessaires pour l'introduction sur ce sujet. Ensuite, une question qui est importante, comment devenir certificateur? Et puis, les troisième et quatrième parties seront consacrées au répertoire. D'abord, quel répertoire entre RNCP et répertoire spécifique? Quelles sont les questions à se poser? Et puis enfin, quelle procédure faut-il mettre en œuvre pour inscrire une certification professionnelle au RNCP ou alors au répertoire spécifique? Voilà pour l'intervention. Euh, Au cours de ce webinaire, nous aurons quelques temps d'échange, environ 3 temps d'échange, où vous pourrez poser vos questions. Donc, dès maintenant, vous pouvez noter vos questions et vos remarques dans le petit bloc questions qui est à droite, où vous êtes
en ce moment en train d'inscrire votre nom et de nous dire bonjour. Donc c'est à cet endroit que vous pourrez aussi vous poser vos questions. Donc nous, avec Sylvie, nous allons les sélectionner et puis nous poserons ces questions ensuite à Françoise Fidelier. Voilà, je pense que tout est dit là pour l'introduction. Françoise, je vous laisse la parole. Très Nous bien. allons commencer. Très bien. Je vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Merci de cette présentation. Merci à tous de participer à ce webinaire. En regardant ce que vous disiez là pour vous présenter, je constate que vous êtes principalement des organismes de formation, ce qui est bien parce que c'était la cible du webinaire, et plutôt a priori des organismes de la région de Bretagne, mais pas que. Donc, premier élément d'intervention, c'est situer le contexte de la certification professionnelle et de ses enjeux, puisque vous le savez, depuis maintenant quasiment 20 ans, la certification professionnelle et les compétences ont pris une place importante dans le monde de la formation et de l'insertion. Les enjeux, ils sont pour l'individu, ils sont pour les entreprises, et la certification de ce fait-là devient un repère très important, un repère qui est un signal de la qualification, donc là on parle plutôt de l'individu, qui est un indicateur de ses compétences et qui montre également ses capacités ou sa capacité à occuper un emploi. Ce qui est également très important, et vous êtes des organismes de formation, donc vous le savez très bien, il existe un lien très fort entre la certification professionnelle et l'enregistrement de ces certifications, puisque c'est ce qui nous réunit ce matin, et le financement des formations. Que ce soit les formations finançables dans le cadre du compte personnel de formation, dans le cadre des formations en alternance, que ce soit les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage, ou dans le cadre de la reconversion des mesures Pro A. Dans l'ensemble de ces mesures et de ces formations, le fait que la formation débouche sur une certification professionnelle ou une certification, une habilitation enregistrée à l'un des deux répertoires permet son financement. Et vous savez bien que c'est ce qui est important pour nous tous. Cela dit, passer de la notion de formation à la notion de certification professionnelle a une incidence très importante et notable pour l'organisme. Vous vous êtes présenté tout à l'heure en tant qu'organisme de formation. C'est votre métier, c'est ce que vous savez faire, vous savez dispenser, concevoir et créer des formations. Le fait de se poser la question de l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification et d'une habilitation à l'un des deux répertoires fait que la structure demandeuse change de statut. Sa fonction change de nature. L'organisme de formation devient organisme certificateur, ce qui est un élément très important puisque le certificateur devient le garant de la qualité de la certification dont il est, entre guillemets, propriétaire. Il est important de bien distinguer ces deux éléments-là, puisque un organisme de formation n'est pas forcément certificateur. C'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut qu'il envisage dès le départ. Les questions qu'il faut se poser lorsque l'on s'engage dans cette réflexion, répertoire c'est bien joli, mais quel répertoire ? Le répertoire national des certifications professionnelles ou le répertoire spécifique qui était celui qui s'appelait précédemment l'inventaire. Il faut suivre une procédure, il va être important de savoir laquelle. L'organisme France Compétences qui a la charge de cet enregistrement et de la qualité de ces certifications a des exigences. Il faut les connaître, nous allons les balayer aujourd'hui. Et nous allons aussi balayer aujourd'hui quels sont les documents qu'il va falloir fournir à France Compétences, l'instance qui va décider de l'enregistrement de votre certification ou de son non-enregistrement. Comment devient-on certificateur? La question qui est posée, eh bien, elle arrive maintenant. On devient certificateur
en devenant propriétaire d'une certification qui est enregistrée dans l'un des deux répertoires, le RNCP ou le répertoire spécifique. Et ce certificateur devient donc responsable des garanties que cette certification offre aux utilisateurs. On est donc, lorsqu'on est certificateur, garant de la qualité de la certification qui est proposée sur l'ensemble du territoire national. Les utilisateurs de la certification, mais vous les connaissez, c'est d'abord les candidats ou les bénéficiaires, enfin, selon le mot qu'on utilise pour eux, ou les individus. Ce sont bien sûr les financeurs, qu'ils soient publics ou privés. La certification professionnelle les intéresse et on l'a dit tout à l'heure, le lien entre le financement d'une formation et la certification sur laquelle elle débouche est très fort dans un certain nombre de mesures. Cela intéresse les entreprises ou les employeurs, puisque recruter quelqu'un sur la base d'une certification, il faut que celui qui recrute soit sûr que la certification professionnelle ou la certification qui est inscrite sur le CV du candidat ait bien une valeur au niveau national et correspond bien à des compétences qui vont lui permettre de tenir un emploi. Et puis cela intéresse les organismes de formation, vous le savez, sinon vous ne seriez pas là. Ça vous intéresse soit dans l'idée de devenir certificateur, soit dans l'idée, qui est possible aussi, de conventionner avec un certificateur déjà existant pour mettre en place les formations qui débouchent sur sa certification. Donc devenir certificateur, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en tant qu'organisme de formation, puisque vous devenez le propriétaire de la certification. Devenir certificateur, c'est faire la preuve à France Compétences que votre demande a une valeur ajoutée pour la société, une valeur ajoutée pour l'ensemble des utilisateurs que nous avons cités précédemment. Je vous propose un petit temps peut-être de questions-réponses. Je regarde donc les questions qui passent ou les remarques qui sont notées. Donc une personne demandait effectivement comment devient-on certificateur. Donc c'était le sujet qu'on a abordé tout de suite. Alors il y a des questions qu'on s'était posées nous-mêmes aussi, que je peux vous poser, Françoise. C'est notamment sur le contexte de l'enjeu, pourquoi devenir certificateur et ne pas utiliser des certifications existantes? Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients? Parce qu'un organisme pourrait dire, mais moi je vais utiliser une certification qui existe déjà. Un autre va dire, mais non, moi je veux vraiment que ma formation soit débouche sur une certification qui est propre à ma démarche. Alors, la réflexion qui permet d'aboutir à la question est-ce que je crée moi-même ma certification ou est-ce que j'utilise, enfin j'utilise entre guillemets, je conventionne, et il y avait une question sur la convention tout à l'heure dans les questions, comment est-ce qu'on conventionne avec un certificateur? On prend contact avec lui et on lui demande quelles sont ses règles pour conventionner, pour mettre en place la formation de la certification dont il est propriétaire. Il faut prendre contact avec lui et mettre en place une convention avec lui. Donc comment est-ce qu'on conventionne? C'est le certificateur, c'est le propriétaire qui édicte ses règles, il faut donc le contacter. Donc pourquoi se poser la question est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que j'utilise une certification déjà existante? Si elle est déjà existante et qu'elle vous convient, je pense que le plus simple c'est de conventionner avec lui si cela est possible et si les conditions de la convention vous conviennent, parce que l'objectif n'est pas de multiplier les certifications qui se ressemblent. Le RNCP n'a pas pour vocation à avoir plusieurs certifications identiques. Cela dit, c'est pas parce qu'il y a déjà une certification sur un thème qui vous intéresse et vous concerne que la porte est fermée pour une certification qui vous deviendrait la vôtre. Donc, pour être certificateur, il faut d'abord être organisme de formation
Et c'est un organisme de formation qui va pouvoir déposer une demande auprès de France Compétences. Donc l'un ou l'autre, il faut aussi mesurer donc l'intérêt de la certification déjà existante. Et pour répondre complètement à la question de Florence, il faut aussi mesurer, mais on reviendra là-dessus en cours de propos, il faut aussi mesurer le temps, l'énergie et le coût en général, non pas forcément un coût financier, mais un coût en temps, en tous les cas, et en énergie, que cela va représenter pour l'organisme, pour se lancer et mener à bien cette démarche d'enregistrement à l'un des deux répertoires. Parce qu'effectivement, je vois beaucoup de questions qui arrivent, un certain nombre de questions finalement vont être abordées, je pense, dans les deuxième ou troisième parties, donc on pourra les reposer. Hein, alors, il y a une question sur quand on conventionne avec un certificateur, est-ce qu'il y a un coût financier? Voilà. Il y a d'autres questions sur. Ça dépend du certificateur. Se rejoignent. Hein, quand on est un formateur indépendant ou en profession libérale, est-ce qu'on peut devenir certificateur du fait de notre statut? Est-ce que c'est possible? Alors. Ben, si vous êtes organisme de formation, moi je poserais la question, est-ce que c'est votre intérêt de devenir certificateur quand on est formateur en profession libérale? Si vous êtes déclaré, pourquoi pas, mais il faut quand même bien mesurer l'ensemble du travail et des incidences à venir. Qui était aussi, ça rejoint la grande question, quel type d'organisme peut devenir certificateur? Donc en fait, effectivement, tout organisme déclaré peut le devenir, mais en fait, sous-jacent cette question, quelles sont les meilleures conditions et quel investissement à prévoir, pas que financier. C'est ça que vous abordez, Françoise. Ben, je vous propose je pense que l'exposé de ce matin va permettre à chacun de mesurer les incidences et les nécessités pour s'engager dans ce travail, et je pense qu'on reviendra sur cette question-là en fin d'exposé, parce que déjà le simple exposé va permettre à chacun de mesurer le travail à fournir. Et de même sur la différence entre les deux répertoires, on va y répondre un peu plus générale. Toutes les formations peuvent devenir certifiantes? Alors, je crois que c'est pas une très bonne question de se dire toutes les formations peuvent devenir certifiantes. La question à se poser, c'est sur quelle certification ou sur quelle, on va dire, si on parle avec un vocabulaire de formation, sur quelle attestation de compétences débouche la formation. Et la question, du coup, ne concerne plus la formation, mais les attestations de compétences. Sont-elles de nature, les compétences qui sont attestées, sont-elles de nature à rentrer dans le cadre du RNCP ou du répertoire spécifique? Je pense que là aussi, la présentation des deux répertoires va nous permettre de répondre à cette question. L'idée, c'est pas de se dire j'ai une formation, je veux la rendre certifiante, c'est je forme des gens, je développe chez eux des compétences qui peuvent être ou non reconnues dans l'un des deux répertoires. On va pouvoir continuer, il y avait encore beaucoup de questions, mais on pourra les reposer au fil de l'intervention. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis, s'il y a encore des questions, je pense que si on a un petit peu de temps, en fin de webinaire, on pourra revenir s'il y a besoin de précision. C'est comme ça? Je vois une question au passage, il n'y a pas de convention type, voilà. Chaque certificateur crée sa convention. Alors, la question qui réunit vos préoccupations, on le voit dans vos questions, c'est répertoire, mais lequel? Vous le savez, il y a deux répertoires. Le répertoire national des certifications professionnelles qui liste, qui répertorie, c'est son boulot de répertoire, qui liste les certifications professionnelles. On va bien utiliser le terme certification professionnelle avec les deux mots quand il s'agit du répertoire national des certifications professionnelles. Cette certification professionnelle, elle atteste de compétences et de connaissances
nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. Ça, c'est le langage RNCP. Dans le langage courant, on dirait ça, la certification professionnelle permet d'exercer un métier à part entière, un métier au complet. Cette certification professionnelle, elle est obligatoirement constituée en bloc de compétences. C'est une obligation. Pour ceux qui fréquentaient le RNCP du temps de la CNCP, ce n'était pas une obligation. C'est maintenant une obligation que la certification professionnelle soit présentée, découpée en blocs de compétences qui sont eux-mêmes attestants de compétences et évaluables et mesurables. Cette certification professionnelle qui est enregistrée au RNCP, elle est forcément classée par niveau de certification. Et France Compétences décidera d'une durée d'enregistrement de 5 ans maximum. Toutes les certifications professionnelles enregistrées au RNCP sont enregistrées pour une durée de 5 ans maximum. J'ai mis sur la diapo les références à la loi, puisque vous les retrouverez dans la loi de 2018. Vous retrouverez ces éléments-là. Donc, RNCP, une certification professionnelle correspond à un métier. Voilà, si on a retenu ça, on a déjà les grandes lignes. Au répertoire spécifique maintenant, sont enregistrées des certifications et des habilitations. Vous remarquez la différence de vocabulaire, certification tout court et habilitation. Ce que je vous propose, c'est que dans le déroulé de l'exposé, on parle d'habilitation. On oublie le certification qui est un petit peu un faux ami parce qu'on le retrouve des deux côtés et c'est pas toujours très pratique. Donc, répertoire spécifique, des habilitations qui sont des compétences complémentaires aux certifications professionnelles dont on a parlé sur le RNCP. C'est donc une compétence qui est un plus, si on veut, ou qui peut même être obligatoire pour exercer un métier, mais ce n'est pas le métier lui-même, ce n'est pas le métier à part entière. Il peut de ce fait avoir des correspondances entre ces habilitations du répertoire spécifique et les blocs de compétences du RNCP. Par contre, élément important, il n'y a pas de niveau pour une habilitation enregistrée au répertoire spécifique. Et celle-ci, de la même façon, France Compétences en décide l'enregistrement pour une durée maximale de 5 ans. Voilà les grandes lignes qu'il faut vraiment avoir en tête. RNCP, ça correspond à un métier. Répertoire spécifique, c'est une compétence complémentaire. Il y a sans doute pas mal de questions sur le sujet. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous pourrons approfondir et revenir. Je pense qu'on va aborder tout à l'heure les procédures RNCP, procédures répertoire spécifique. Déjà, une question assez simple. Pour être certifié, est-ce que la formation doit-elle préexister et depuis combien de temps? Alors, on va le voir dans les conditions. Là, on va distinguer ce qui est de l'ordre du RNCP de ce qui est de l'ordre du répertoire spécifique. Je réponds d'abord RNCP. Donc, une formation qui préparerait à un métier. Je vois une question là sur la réparation des techniciens smartphones et tablettes. Une formation qui préparerait à ce métier nécessitera que, vous allez le voir dans les exigences et dans les documents à fournir, que l'organisme demandeur ait déjà formé au moins 2 promotions sur ce métier pour pouvoir faire la preuve que ce métier existe et la preuve sera liée à l'insertion des titulaires, qui ne sont pas titulaires encore, puisqu'il y a des personnes qui ont suivi la formation pour prouver que ces gens-là se sont bien insérés dans ce métier visé. Ça, c'est pour le RNCP. Donc, il faut là que la formation préexiste pour répondre à la question. Et la difficulté, c'est d'ailleurs souvent de trouver des financements pour ces 2 premières promos. En ce qui concerne l'enregistrement au répertoire spécifique, donc sur les compétences complémentaires, on n'a pas cette exigence de suivi de promotion, puisqu'on n'est pas dans un métier. Donc là, on est sur une démarche, alors
est-ce qu'il faut lancer en même temps la démarche d'enregistrement au répertoire spécifique et la formation la première fois? Je ne sais pas si c'est très judicieux, mais en tout cas, c'est possible. Combien de temps faut-il prévoir pour obtenir une certification au répertoire spécifique? Eh bien, c'est comme le fût du canon, c'est un certain temps. France Compétences a des délais de traitement des informations et des dossiers. Ce que je sais actuellement, c'est qu'on est sur l'ordre de plusieurs mois. Bien, je pense qu'on va continuer. J'avais quand même une dernière question. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de questions qui sont très intéressantes. On essaye de les retenir, mais ça va tellement vite que je pense qu'on aura encore un temps vraiment à la fin de questions. Une petite question quand même concernant, alors ça concerne un peu les blocs de compétences. Mon organisme de formation dispense des formations de courte durée, c'est-à-dire 1 à 3 jours. Donc, on peut penser au répertoire spécifique, mais la question se pose, est-ce que je peux inscrire cette formation courte comme un bloc de compétences qui serait indépendant d'une certification complète au RNCP? Je ne sais pas si la question est très claire, mais voilà. L'idée, ça serait que de son propre chef, finalement, cet organisme qui dispense ces formations courtes décide que sa formation est un bloc de compétences d'une autre. C'est un petit peu délicat de décider pour les autres, non? Si la certification, si l'habilitation enregistrée au répertoire spécifique est un bloc, est la même chose qu'un bloc de compétences qui est enregistré au RNCP, c'est qu'il y a forcément eu un accord et une convention là aussi entre les différents partenaires. Qui reviennent sur ces blocs de compétences ou les modules de formation, une petite confusion sur les blocs de compétences. Quant à la durée, Marion, je vous remercie de ne pas me faire mentir et de dire que la durée que j'ai annoncée est à peu près celle on vous propose de poursuivre qui se réalise. Hein? Alors, on arrive là sur la notion de procédure. Alors, que ce soit pour le RNCP ou pour le répertoire spécifique, les modalités de procédure et notamment son aspect dématérialisé est le même. La procédure, elle est entièrement dématérialisée via le site de France Compétences. Et finalement, la première chose à faire, c'est sans doute, mais vous l'avez déjà certainement consulté, ça j'en suis certaine, mais la première chose à faire pour avoir accès à l'ensemble du dossier, c'est de créer votre compte sur France Compétences. Et pour ce faire, vous voyez le plus simple, me semble-t-il, c'est d'aller sur la page d'accueil de France Compétences et de cliquer dans cette barre de questions ici. Et la première question qui apparaît, c'est « Je veux enregistrer une certification professionnelle ». Et du coup, vous avez accès à l'ensemble, surtout à la possibilité de créer votre compte. Ce qui est absolument indispensable également, c'est de consulter les notices d'aide au dépôt. Il y a évidemment une notice d'aide au dépôt sur le RNCP et une notice d'aide sur le répertoire spécifique. Ça, vous ne pourrez pas faire l'impasse de ce travail. Et France Compétences a également élaboré un certain nombre de notes qui vont vous permettre d'éclairer les questions que vous ne manquerez pas de vous poser en cours de travail. Il y a une note sur, la dernière note date de février, c'est sur la qualité d'organisme certificateur, puisque le fait de devenir organisme certificateur entraîne un certain nombre d'obligations, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une note qui le précise très clairement. Il y a une note également sur les blocs de compétences. Une note qui concerne l'évaluation de l'impact économique et social d'un projet de certification professionnelle. C'est une question qui revient souvent lorsque l'on se pose des questions sur l'enregistrement. Une note spécifique sur les différents référentiels.
une note spécifique sur le parchemin étant le diplôme que vous allez remettre aux lauréats en fin lorsqu'ils auront satisfait à tous vos critères et que vous pourrez leur délivrer la certification professionnelle, et une note spécifique sur le répertoire spécifique. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie de consulter et de vous approprier ces éléments, puisqu'ils sont là pour vous. Si on s'intéresse maintenant au répertoire national de certification professionnelle, vous verrez que la présentation elle va être évidemment en deux temps, le RNCP d'un côté puis le répertoire spécifique. Les diapos qui concernent le RNCP seront écrits plutôt en rose et on changera de couleur pour le répertoire spécifique pour que tout le monde s'y retrouve bien. Donc 9 critères d'enregistrement des certifications professionnelles au RNCP, c'est donc le décret de fin d'année 2018 qui les a présentés. On parle là de la qualité de la certification. Donc la première des qualités de la certification, c'est de correspondre à l'emploi, aux emplois que vous avez visés dans votre création de certification. Un critère qui permettra de comparer l'impact de l'accès ou de retour à l'emploi par rapport aux autres certifications. Des critères qui concernent, je vais revenir dessus, je passe vite, mais tout à l'heure je vais m'appuyer un peu dessus. Des critères qui concernent la qualité des référentiels, un critère qui concerne les procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves. Et ça, si vous étiez familier de la CNCP précédemment, c'est quelque chose qui est nouveau. Un critère qui concerne l'éventuelle prise en compte des contraintes par rapport au métier que vous visez. La nécessité de rendre accessible votre certification par la VAE, c'est un autre des critères. La cohérence des blocs de compétences que vous avez présentés avec l'ensemble de la certification et son évaluation. Les éventuelles correspondances avec d'autres certifications et les éventuels travaux avec les branches professionnelles lorsque vous avez élaboré cette certification. Donc voilà les critères, il y en a 9. On est là sur le RNCP. Je vais associer maintenant ces critères aux éléments de preuve qui vont vous être demandés par France Compétences et que vous allez devoir fournir dans votre dossier de demande. Le critère qui correspond à l'adéquation des emplois par rapport au métier visé, il va vous falloir fournir l'analyse de l'insertion d'au moins 2 promotions de personnes que vous avez formées sur votre projet de certification. Il va vous falloir comparer l'impact de ces 2 promotions en termes d'accès ou de retour à l'emploi à une éventuelle certification similaire. Ces éléments-là, vous les retrouverez sur le RNCP puisque chacun présente, lorsqu'il est enregistré, tous ces éléments d'accès et de retour à l'emploi. La qualité des référentiels, que ce soit le référentiel d'activité, le référentiel de compétences, le référentiel d'évaluation, donc 3 référentiels pour le RNCP. Cette cohérence va être un des éléments de preuve et notamment le fait que tout cela soit écrit en termes de compétences. J'attire ici votre attention sur la nécessaire distinction qu'il faut faire entre ces 3 référentiels et les référentiels que vous avez sans doute l'habitude d'utiliser dans vos organismes de formation, les référentiels de formation. Vous avez bien noté qu'ici on ne parle absolument pas de référentiel de formation. Tout simplement parce que le référentiel de formation, c'est l'outil de l'organisme de formation. Et ici, dans le cadre d'une demande d'enregistrement au RNCP, on se positionne en tant que certificateur. Ce n'est donc pas du tout la même chose. En ce qui concerne les procédures de contrôle, les éléments de preuve, vous allez devoir présenter l'ensemble de la procédure que vous mettez en œuvre et qui garantit la certification. On va y revenir tout à l'heure parce que ça c'est un petit peu, d'une part c'est nouveau, d'autre part c'est assez complexe. Les éventuelles prises en compte des contraintes liées à l'exercice du métier, vous présentez une analyse du contexte du métier et des exigences éventuelles et vous montrez en quoi votre certification permet d'y répondre.
En ce qui concerne l'accès à la certification par la VAE, il vous faudra présenter la procédure que vous avez mise en place ou que vous allez mettre en place, que vous avez imaginé. On ne vous demande pas forcément d'avoir eu des candidats. On ne peut pas exiger de vous que des candidats se soient présentés à votre certification. Par contre, s'il y en a un qui vient sonner à votre porte la veille, le lendemain de votre enregistrement, il faut que vous puissiez lui répondre et lui donner l'ensemble des éléments. On vous demandera la cohérence des blocs de certification par rapport à la certification complète. Donc là, on vous demandera de découper, de présenter votre découpage et le découpage et les modalités de validation de chacun des blocs et d'en montrer la cohérence par rapport à la certification complète. En ce qui concerne les éventuelles correspondances avec d'autres certifications, mais bien sûr, on vous demandera de faire la preuve que vous avez échangé avec l'autre certificateur et que vous avez une convention, puisque bien sûr, France Compétences n'enregistrera rien sans ces preuves-là. De la même façon, si vous travaillez avec les branches professionnelles, là on est plutôt dans le cadre de l'élaboration d'un certificat de qualification professionnelle. On vous demandera bien sûr l'ensemble des courriers et des échanges que vous avez pu avoir avec la branche. Donc, on était sur les critères, sur les éléments de preuve. On s'intéresse maintenant aux pièces à joindre. Bien sûr, vous retrouvez tout cela dans la notice d'aide de l'enregistrement au RNCP. Vous aurez bien sûr le dossier téléchargeable à renseigner. Vous aurez bien sûr des éléments attestant de l'existence de votre existence. Un casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire pour le responsable de l'organisme. Je vois qu'il y a une petite coquille, il faudra aussi mettre le parchemin de la certification qui sera délivré au certifié. Ce point-là aurait dû être à la ligne. Donc c'est un élément qu'il faudra joindre. Alors votre parchemin ou le projet de parchemin, bien sûr. On vous demandera aussi les PV des jurys des 2 promotions dont vous avez fait le suivi d'insertion dans votre dossier, tout simplement pour vérifier que vous avez bien mis tous les candidats qui se sont présentés à votre certification ou à votre fin de formation et que vous n'en avez pas oublié dans votre suivi d'insertion. On vous demandera aussi le livret 2 VAE, quel est le dispositif et le document que vous allez proposer au candidat VAE, il faudra le fournir, et les 3 référentiels, référentiel d'activité, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation. Ce sont les pièces à joindre dans votre demande. En ce qui concerne les CQP, et uniquement pour eux, la délibération de la branche professionnelle ou de la convention collective qui crée ce CQP, puisqu'on est là dans un dispositif un petit peu particulier. Je vois qu'il y a des problèmes de son, j'espère que ça ne vous gêne pas trop quand même. Je disais que j'allais revenir sur les documents relatifs aux modalités de contrôle et d'évaluation. C'est donc un document c'est un ensemble de documents, qui va permettre au certificateur de faire la preuve que ces modalités d'évaluation sont faites de façon cohérente, claire, régulière, cadrée. C'est pour ça qu'on vous demandera un certain nombre de précisions quant aux missions du responsable de l'organisation des épreuves, la procédure d'habilitation des jurys, les modalités d'information et de convocation du candidat, le déroulement des épreuves, la communication des résultats au candidat, les éventuelles procédures de rattrapage, la façon dont vous allez vous y prendre pour remettre le parchemin aux personnes, les modalités de traitement du dysfonctionnement, les modalités de régulation des processus d'évaluation et les voies de recours. Donc vous voyez que c'est une liste relativement conséquente d'informations qu'il faut donner à France Compétences pour que vous fassiez la preuve de la qualité et de la valeur de votre procédure d'évaluation
et du contrôle que vous leur appliquez, notamment si vous conventionnez avec un autre organisme de formation sur votre certification. Vous noterez dans le cadre du RNCP que le décret, toujours le même, celui de décembre 2018, prévoit qu'une fois qu'on est enregistré au RNCP, tous les 2 ans, le certificateur envoie au directeur de France Compétences, à France Compétences, donc, les données statistiques sur l'insertion professionnelle des titulaires de la certification. Assez rapidement, là, 2 questions sur le RNCP. Je pense qu'il y en aurait beaucoup plus, mais vous êtes effectivement toujours 90 personnes connectées, donc on voit que c'est un sujet qui vous intéresse. On pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais là, il va falloir qu'on avance un peu. Donc, je pose juste 2 questions qui ont été posées par les internautes, là, très, très simples, sur les langues. Une personne qui se demande les certifications en langue. Est-ce qu'il est plus logique ou intéressant d'utiliser des certifications diplômes déjà connus, déjà existants, ou il vaut mieux redéposer une demande de certification sur ma formation en langue? Qu'est-ce que vous en pensez? Les langues, c'est quand même un thème qui est très, très souvent utilisé, notamment dans le cadre du Ces certifications des langues, c'est un petit peu trop large comme question. Si c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, si c'est la langue bretonne pour parler aux résidents d'un EHPAD, peut-être que ça peut être un complément et quelque chose d'enregistré au répertoire spécifique et complémentaire à un métier d'aide à la personne, par exemple. Si c'est parler anglais dans un domaine particulier professionnel, là aussi ça peut être au répertoire spécifique. Mais il y a déjà tellement de choses qui existent dans le domaine des langues qu'il faut vraiment bien regarder ce qui existe déjà pour éviter les doublons. C'est vraiment compliqué de répondre comme ça, c'est vraiment l'analyse du contexte et de la demande qui permettra de répondre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment la première question à se poser. J'ai une autre question. Est-ce que je me mets sous le parapluie de quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui se demande si elle peut s'inspirer d'une certification qui serait déjà existante, inscrite au RNCP, et puis y ajouter des modifications pour en déposer une autre. Oui, c'est-à-dire s'inspirer d'une certification, ajouter des modifications pour que ça colle à sa formation, et puis au RNCP. Possible, mais bah, il va falloir... Alors là aussi, mais je crois que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'entrée par faire coller, pour utiliser ton expression, faire coller une formation à une certification, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne entrée. Il faut vraiment se poser la question, quelle est la compétence dont j'atteste à la fin de ma formation ou avec ma certification. C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Une formation existante déjà, alors c'est pas la formation qui est enregistrée au RNCP, c'est la certification sur laquelle elle débouche, qui est enregistrée au RNCP, y apporter des modifications, pourquoi pas si ça a du sens, mais c'est la question du sens et de l'insertion professionnelle. Le sens de la certification, notamment au RNCP, c'est l'insertion professionnelle. Donc si vous êtes coiffeur et que vous voulez créer une certification de coiffeur couper les cheveux en 4, pourquoi pas, mais il va falloir faire la preuve que ces coupeurs de cheveux en 4 trouvent du boulot. Donc c'est vraiment des questions dont il faut débattre et se poser dans un contexte. Il y a encore beaucoup de questions. On va avancer. Complexe, il y en a une quand même que j'ai envie de poser. On ne peut pas se passer de cette réflexion. Elle revient plusieurs fois dans ce chat ou même en dehors. Nous, au greffe, nous l'avons entendu souvent. C'est notamment sur le financement CPF. Et effectivement, un certain nombre d'organismes se posent la question est-ce que j'ai un module de formation au sein d'une certification, mais le module, est-ce qu'il est éligible CPF? Sachant que ce module n'est pas spécifiquement un... Voilà, mais n'est pas spécialement... Alors, quand on parle de module, on parle de formation. C'est ça.
quand on parle de module, on est typiquement dans le vocabulaire de la formation. Ce qui est éligible au CPF, c'est la formation qui permettra de déboucher à la certification d'un bloc de compétences. Donc si le module en question permet d'accéder à un bloc de compétences en tant que tel, pourquoi pas, si tout est enregistré au RNCP, c'est possible. Si ce n'est qu'un un petit module au sein d'un groupe de formation qui permet d'accéder au bloc, là on n'est pas dans ce cas-là. Voilà, sur ces questions-là, typiquement sur le financement de passer la certification CPF, du bloc de compétences. Je vous signale, vous connaissez le site Mon Compte Formation, où vous avez aussi des pages avec des questions-réponses sur les financements entre les modules et les types de formation. Vous pouvez vous y référer. On va peut-être poursuivre. Il y avait une question aussi sur la digitalisation des actions de formation. Et là, je pense qu'il faut avancer. Est-ce qu'une action entièrement à distance, très rapidement, une action entièrement à distance peut-elle faire l'objet d'une certification? C'est une modalité pédagogique. Pourquoi pas? Voilà. Bah, pourquoi pas? C'est une modalité pédagogique. Je rappelle, ce n'est pas la formation qui est enregistrée, c'est la certification sur laquelle elle débouche. Oui. Les différences entre les référentiels, parce que je vois la question là, référentiel d'activité. Donc, vous exercez un métier. Dans ce métier, vous avez un certain nombre d'activités qui le composent. Ça, c'est le référentiel d'activité. Pour mener à bien ces activités, vous devez développer un certain nombre de compétences qui vous permettent d'assurer ces activités. Ça, c'est le référentiel de compétences. Et le certificateur, pour vérifier que les candidats sont compétents sur ces compétences listées dans le référentiel, il va mettre au point un référentiel de certification, c'est-à-dire un descriptif des épreuves, des modalités, des critères et des exigences qu'il va avoir pour déterminer si le candidat qu'il a en face de lui est compétent sur ces différentes compétences listées et du coup est-ce qu'il est réputé capable d'assumer le métier sur François, lequel je vous propose de continuer la certification sur le répertoire spécifique. D'accord. Tout à fait. Donc répertoire spécifique, on est passé à la couleur violette. Donc, un certain nombre d'exigences, là aussi. Hein. Donc, je rappelle, l'enregistrement en répertoire spécifique, ce sont des compétences complémentaires à un métier, et on parle là de certification tout court ou d'habilitation. 6 critères d'enregistrement, donc l'adéquation de cette descriptive, ses connaissances et ses compétences par rapport à un besoin de marché, la qualité des référentiels de compétences et d'évaluation, il n'y en a plus que 2, hein. Les mêmes procédures de contrôle de l'évaluation, les mêmes nécessaires respects des contraintes des activités visées, bien sûr, les éventuelles cohérences avec les blocs de compétences des certifications qui seraient enregistrées au RNCP, et puis l'éventuel lien avec la branche professionnelle si c'est le cas. 6 critères. En ce qui concerne les éléments de preuve qui vont permettre à France Compétences d'éclairer ces critères. En ce qui concerne l'adéquation des connaissances et des compétences par rapport aux besoins du marché, eh bien là, le demandeur va devoir rédiger une note d'opportunité pour montrer en quoi ce qu'il propose a bien une valeur d'usage dans la profession ou dans le secteur professionnel qu'il vise. Alors la note d'opportunité, ça peut être vous qui le rédigez, mais elle peut aussi s'étayer sur des avis ou des avis de professionnels ou d'usagers de votre certification. La cohérence des référentiels et l'expression en termes de compétences, je n'y reviens pas, c'est la même chose, avec la même différence avec les référentiels de formation. On est bien là, encore une fois, pas sur des référentiels de formation. Les éléments de la procédure garantissant la certification, eh bien, ce sont les mêmes que celles que j'ai présentées pour le répertoire national des certifications professionnelles. Ce sont les garanties que vous présentez à France Compétences pour montrer que votre procédure, elle est carrée, elle est cohérente et elle est stable. Bien sûr, vous analyserez le contexte et ses exigences pour montrer en quoi vous respectez les contraintes éventuelles.
S'il y a des éléments de cohérence avec des blocs de compétences, eh bien vous présenterez ce découpage et vous présenterez les modalités de validation de façon à ce que ça soit clair pour France Compétences. Et bien sûr, des courriers et des échanges, des traces de ces échanges avec les branches professionnelles, de façon à montrer que les branches professionnelles sont bien averties de ce que vous faites dans votre dépôt. Les documents qui sont à joindre, donc le dossier téléchargeable bien sûr, le même document légal de l'existence juridique, le même casier judiciaire de tout à l'heure. Pour les CQP, et bien sûr si vous êtes une branche, et bien sûr il faudra fournir l'accord de branche, mais je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là. Et puis tous les éléments concernant les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation que j'ai détaillées tout à l'heure. Donc tout ça, vous mettrez ça dans votre dépôt. Vous mettrez également le projet de parchemin, les référentiels, donc toujours pour les CQP, les délibérations de la branche, et vous pouvez déposer tout ce qui vous semble judicieux pour démontrer l'intérêt de votre demande, notamment par rapport aux normes réglementaires ou aux normes des marchés. Et puis tout ce qui vous semble nécessaire, en plus pour informer la France Compétences. Si on conclut, première question à se poser, qui n'est pas notée là d'ailleurs, c'est est-ce que j'y vais tout seul ou est-ce que je conventionne avec un certificateur déjà existant? Si j'y vais tout seul, sur quel répertoire je vais formuler ma demande? Nécessité absolue, bien sûr, de consulter le site de France Compétences, de télécharger les notices et les notes, ça je l'ai déjà dit en introduction. Par contre, je veux conclure en insistant sur le nécessaire travail et la nécessaire prise en compte du temps que cela va demander à l'organisme que de s'engager dans cette démarche. Il faut absolument planifier et répartir votre travail. C'est pas un travail qui se fait à une personne toute seule sur le coin d'un bureau un week-end. C'est une démarche qui mobilise l'ensemble des équipes administratives et pédagogiques, qui demande une planification et une répartition du travail minutieux. C'est aussi quelque chose qui va bousculer les équipes, certainement. Donc il faut bien mesurer les incidences de ce travail et du temps que cela va prendre pour votre organisme. Donc voilà les éléments que je souhaitais vous présenter en ce qui concerne l'hypothèse de l'enregistrement d'une certification soit au RNCP, soit au répertoire spécifique. Voilà. J'avais des petits problèmes de manipulation. Donc, un nouveau temps d'échange, je ne vois plus Florence. Bien, écoutez, là, sur cette dernière partie, nous avons un peu moins de questions sur le répertoire spécifique. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont passées, des questions très pointues. On a pu en prendre en compte un certain nombre. Là, j'en vois une sur une idée des coûts. Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Voilà. Oui. Alors, une idée des coûts, hormis ce sur quoi j'ai insisté en conclusion, c'est-à-dire le temps que vous allez devoir consacrer à ce travail, il n'y a pas de coût là, de la demande auprès de France Compétences. Une autre personne qui dit je suis seule dans mon organisme sans doute à monter le dossier répertoire spécifique, donc c'est pas impossible de le faire. C'est vrai qu'on a vu avec Françoise qu'il y avait quand même peut-être une différence entre le dossier répertoire RNCP et répertoire spécifique. La question du coût, c'est peut-être aussi si on fait appel à un accompagnement, c'est un investissement en temps, mais peut-être aussi en argent, quoi. C'est ça. On peut se faire accompagner, bien sûr. Mais auprès de France Compétences, il n'y a pas de coût. Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner. Auquel cas, là, on est sur une prestation, donc il y a un coût à prévoir. Quel type d'organisme peut nous accompagner? Il y en a un certain nombre sur la place
Pour la DAFNIC, sur la place. notamment. Il y en a Oui. pas mal des Parisiens, il y en a quelques-uns de Donc côté. une personne, bon, après on va sans doute s'arrêter à ces questions-là. L'Égypte en Vraiment l'occurrence. beaucoup de questions très intéressantes, très pointues, et je pense qu'ils pourront être revues sur les questions-réponses de France Compétences. Là, je termine quand même sur l'habilitation, parce qu'on était sur le répertoire spécifique. Dominique qui se pose la question de savoir quelle charge de travail à prévoir pour un répertoire spécifique, pour un dossier répertoire spécifique. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que la première question déjà concerne l'analyse du contexte. Donc ça dépend s'il a demandé mûr ou si on part vraiment d'une idée simplement, tiens, je voudrais enregistrer ma certification au répertoire spécifique. On est sur... c'est très compliqué de donner des temps, mais c'est plusieurs jours de travail pour quelqu'un. Puisque élaborer ces référentiels, puis c'est des travaux de différentes natures. Élaborer un référentiel, ça se fait en équipe pédagogique ou tout seul si on est tout seul. Aller chercher les avis d'opportunité et les avis des utilisateurs de la certification, là c'est du temps plus administratif. Et puis l'étude de l'insertion professionnelle, si on est dans le cadre du RNCP, c'est aussi du temps plus administratif. Donc c'est compliqué de répondre à cette demande, là, je vois que mais il faut vraiment des internautes se rendre compte qu'il va falloir y passer du temps. Par là nous disent délai 6 mois minimum. C'est pour ça qu'il faut bien mesurer. Ou 6 mois ou plus. Bon. Peut-être le délai de réponse. Délai 6 mois minimum, oui, à partir du moment où on a déposé. Ça, c'est le délai de réponse de France Compétences et de traitement de France Compétences. Avant ces 6 mois-là, vous avez transpiré. Oui, donc on va retenir au moins 6 mois avant. Il faut anticiper quand on se lance dans ce genre de démarche, bien se renseigner sur le contenu, ce que vous nous avez montré tout à l'heure, Françoise, parce que c'est important, réunir toutes les pièces, réunir tous les éléments d'information pour le dossier, le construire, le déposer et les délais de réponse. Donc ça ne se fait pas à la dernière minute. Voilà. Je pense que nous allons pouvoir conclure. Il y a encore des questions qui arrivent. Je pense que là, notre temps va. Je vois Sylvie arriver. Françoise, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie de votre attention, mais on voit bien à la quantité de questions que c'est un sujet qui est pertinent et intéressant. N'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce genre de réflexion. Moi, je vous remercie beaucoup, Françoise, pour votre expertise, vos explications. Je vois que les auditeurs ont été très intéressés parce qu'il y a encore beaucoup de personnes connectées. Je remercie les participants pour toutes leurs questions et leurs remarques très intéressantes. Et surtout, ne vous déconnectez pas tout de suite parce que là, Sylvie Rochard va reprendre la parole et elle a des informations importantes à vous donner. Donc, restez encore connectés. Et sinon, pour ma part, je vous dis au revoir et merci d'avoir été présent. Merci. Voilà. Donc, effectivement, pour la conclusion de ce webinaire, je voulais simplement donc vous rappeler, comme beaucoup l'ont demandé dans la fenêtre de chat, que vous retrouverez le replay du webinaire ainsi que le diaporama de Françoise Fiselier sur le site du Greffe Bretagne dans la rubrique animation. Donc sur les délais, je pense qu'en fin de semaine prochaine, il sera disponible. Voilà, le diaporama de Françoise Fiselier sera donc enrichi avec des ressources spécifiques, des ressources notamment du site de France Compétences, sur lequel vous pourrez pointer donc directement. Et puis, je voulais également vous dire que nous avons mis en ligne une page Covid-19 pour les organismes de formation sur le site du Greffe, qui contient des informations et des ressources en lien avec les mesures et accompagnements pour la formation en Bretagne. Cette page vient notamment d'être enrichie avec les mesures relatives à la reprise d'activité. Donc, je vais donc pour conclure ce webinaire, je vais ouvrir une fenêtre qui va vous emmener directement sur la page Covid-19 pour que vous puissiez, dans les quelques minutes qui vous restent, avant d'aller déjeuner, consulter cette page Covid. Donc, je remercie beaucoup Françoise Fiselier et puis Florence, si vous avez un dernier mot ou simplement dire au revoir.
Bien, non, merci à tous de votre intérêt et des questions. Euh, N'hésitez pas à réécouter le webinaire s'il y a des choses qui sont peut-être pas si claires. Merci beaucoup à tous et au revoir.